émotionnellement, l'effet de surprise est là lorsque vous constatez la synchronicité, en fait, puisque là, on parle de synchronicité liée au rêve. Lorsque vous constatez la synchronicité, il y a effectivement un effet important de stupéfaction, et cet effet de surprise active cette boucle qui va créer les éléments et les événements dans le passé. Alors, je me suis dit, à partir de 2012, ça serait quand même assez intéressant d'essayer de pratiquer ce que Philippe suggérait à l'époque dans La Route du Temps, c'est-à-dire de créer des synchronicités. Je me suis dit, je vais essayer de faire un protocole au regard de ce que disait Ernesto. Alors Ernesto disait qu'on était pré-câblé, même en tant qu'homme occidental, à percevoir des animaux. Il disait, au niveau des synchronicités et des signes, nous avons cette aptitude quasiment innée à percevoir les animaux, et beaucoup de synchronicités se manifestent par des éléments naturels, et notamment des animaux. Alors je me suis dit, OK, donc il faut de l'aléatoire dans le système pour créer des synchronicités. Donc j'ai créé 2 boîtes. Une dans laquelle j'ai mis une cinquantaine d'animaux que j'ai découpés dans des images de catalogue. Et puis pour l'autre boîte, j'ai décidé de prendre des archétypes. Pourquoi des archétypes? Parce que dans la pensée jungienne, avec laquelle je suis plutôt en phase, pour avoir vu la vie des archétypes dans les mondes de vision et autres de l'ayahuasca, je me suis dit, en fait, le terrain unitaire qui unifie la physique et la psyché, c'est vraisemblablement les archétypes. Donc je me suis fait une boîte avec une cinquantaine d'archétypes. Dans les archétypes, vous pouvez les trouver n'importe où, dans n'importe quel livre de symbolique, vous avez des archétypes. Et j'ai donc décidé de réaliser mes premières expériences. Première expérience que j'ai réalisée en janvier 2013. Donc ce jour-là, j'avais donc mes 2 boîtes. J'ai sélectionné dans la boîte des animaux, pas de bol, 2 animaux au mieux d'un. Puis ça commence bien. À l'époque, je ne pensais pas du tout que l'expérience pouvait se produire. Je ne croyais pas du tout à ce protocole. Donc je me dis, tiens, j'ai tiré un rat et un hérisson. Donc je lui dis, je ne prends pas le hérisson, parce que c'est le premier que j'ai vu, c'est le rat. Donc je note juste le rat. Et puis dans la boîte des archétypes, je prends le cristal. Okay, donc je consigne ça sur un cahier et je me dis, pour ne pas focaliser et bien lâcher prise, je note. Ça, c'est important de noter dans le protocole. Je note donc, telle heure, j'ai sélectionné au hasard un rat et l'archétype du cristal, et je demande à voir se manifester une synchronicité avec un timing précis de 15 jours dans la réalité autour de ces 2 éléments. Et puis j'oublie très vite. Je défocalise, je referme mon cahier, je mets ça de côté, je dis passer à autre chose, ça ne se réalisera pas de toute façon, donc il n'y aura pas de souci avec cette expérience. 3 heures après, je vais sur mon canapé, j'attrape ma télécommande, elle me glisse des mains comme une savonnette, de façon assez incroyable d'ailleurs, je trouvais, ça ne m'est jamais arrivé ça. Elle tombe par terre, le programme change, et apparaît sur la télévision une chaîne de jeux vidéo, bien sûr que je ne regarde jamais. Et là, qu'est-ce que je vois apparaître? Un énorme rat avec sur le dos des cristaux de quartz disposés comme les piquants d'un hérisson. Et là, je peux vous assurer que j'étais sidéré. J'en ai eu la chair de poule. J'ai pas rigolé au début. J'ai dit, oh, c'est quoi ce délire? Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que la synchronicité a eu l'effet de condenser les 3 éléments qui étaient rentrés dans ma conscience au moment du tirage, en fait. Mais très vite. Ça ne s'est pas passé au bout de 15 jours, ça s'est passé au bout de 3 heures. Donc, ça s'apparente vraiment à un acte de magie pure, un truc pareil quand ça arrive. Ça fait vraiment bizarre parce qu'on se dit on vient de créer un événement dans la réalité. En fait, je l'expliquerai après, mais ce qui se passe, c'est qu'on fait bouger l'univers. On le fait bifurquer, en fait, quand on fait ça. Et on emmène tous les autres avec soi aussi. C'est assez impressionnant. Et donc, et je me dis, c'est quand même assez incroyable. Mais là, du coup, j'étais tellement sidéré, je me dis, je ne vais pas oser la refaire tout de suite, l'expérience. Je refais ça dans un mois. Parce que je me dis, là, quand même, c'est quand même du lourd, donc je vais hésiter de la faire. Alors, je vous donne quelques exemples, je ne vais pas toutes les donner, parce qu'il s'en est passé sur 4 ans l'équivalent d'une vingtaine de synchronicités, toutes les plus incroyables les unes que les autres. La dernière s'étant produite 10 minutes après le tirage des éléments aléatoires. Parce que plus on entraîne sa conscience à la rétrocognition, c'est-à-dire cette boucle temporelle, et plus en fait vous avez la possibilité de faire apparaître ça dans la réalité très rapidement en fait. Là-dessus, c'est la petite divergence que j'ai avec Philippe, qui dit que pour créer les synchronicités, il faut du temps. Moi, dans mon protocole, ça peut être très rapide. Donc
Donc voilà, je décide donc un mois après d'en faire une autre. Et puis là, je me retrouve à tirer, donc c'était l'océan, et puis un ours noir à collier. J'ai dit, ça va être dur à voir ça quand même, hein. Et là, j'avais un peu plus confiance, donc je ne vais pas mettre un timing de 15 jours, je vais mettre une semaine. Comme ça, je prends un peu moins de risques, mais en même temps, je reste prudent. Et puis c'est tout. Et alors, les synchronicités sont passées énormément aussi par le biais de médias, par la télévision, par le cinéma. C'est une média synesthésique, c'est-à-dire qu'il y a de la conscience collective ou de l'inconscience collective derrière tout ça qui facilite en fait l'apparition des synchronicités. Donc c'est tout, j'oublie le truc, pareil, je note, donc un ours à collier, l'océan, je ferme le cahier, je le mets de côté, j'oublie, je fais ma vaisselle, hein, en homme moderne, voilà, je fais ma vaisselle. Et puis, j'entends un truc, un programme télévisé qui passait à la télévision, j'entends Ton amour pour l'océan. Je dis, tiens, ça attire mon attention. Je tourne la tête. C'est un film, c'est La Famille Adams. Enfin, bon, voilà quoi, pour la référence. Et donc, c'est un moment où ils sont sur une barque sous la maison souterraine, en fait. Ils sont sur une espèce d'océan souterrain. Ils arrivent à un moment d'une espèce de cabinet de curiosité. Ils ouvrent la porte. Et quand on ouvre la porte dans ce film, qu'est-ce qu'il y a en premier, en grand, en visu? Je vous invite à le regarder d'ailleurs. Vous avez un ours noir à collier. Et là, j'ai dit, ah, ça fait déjà deux, là. Donc là, je dis, là, je prends conscience que c'est la synchronicité qui est en train de se manifester. Mais là où c'est très fort, c'est que sur le mur de ce cabinet de curiosité, il y a un dessin qu'on retrouve, qui est issu d'un livre de Camille Flammarion et qui est devenu l'emblème iconographique de la synchronicité, qui s'appelle Le Pèlerin. Moi, j'appelle cette peinture le soupirail sur l'éternité, où c'est un pèlerin qui passe la tête en dehors du monde et des étoiles vers le monde des sphères. Et ça a été en France, et même je crois d'ailleurs en Allemagne, la couverture de Synchronicité Paracelsica de Jung. Donc c'est vraiment l'image emblématique de la synchronicité. Ça voulait dire en gros, non seulement ta synchronicité s'est bien produite, mais tu es sur le bon chemin, puisque ça parle effectivement de synchronicité, puisque la synchronicité est présente graphiquement dans la synchronicité elle-même, de façon autoréférente. Alors, sur les 20 synchronicités, s'est construit en fait une sorte de message très clair de ce qu'on peut faire avec les synchronicités, par le biais de mythes, par le biais de toute une mythologie particulière. Alors moi, ça me dérangeait dans mon protocole, parce que du coup, je disais, mais ça va pas, quoi. Je veux dire, moi, je suis un scientifique, et là, qu'est-ce que la mythologie vient foutre là-dedans, à réapparaître de façon archétypale, et en fin de compte, ça avait beaucoup de sens. Alors Philippe en a parlé tout à l'heure aussi des cascades de synchronicité. Souvent, j'observais, quand je crée une synchronicité, des phénomènes de réplique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quelques jours après, quelques heures après, on avait ces synchronicités se reproduisaient. C'est ce qui nous a émis l'idée de penser par rapport à l'espace-temps flexible qu'on était sur une tectonique de l'espace-temps flexible en interface directe avec la conscience. Alors ce n'est pas une idée qui est étrangère au peuple natif. Vous avez par exemple cette idée d'une cosmologie molle, d'un espace-temps flexible qui est très présent dans la pensée aborigène australienne, où les ancêtres du temps du rêve ont créé la réalité parce qu'à cette époque, le monde était mou et directement en interface avec la conscience. Et c'est par leurs intentions, par leur conscience, en fait, que les ancêtres ont créé la structure des événements de notre réalité. C'est comme ça que les aborigènes pensent les choses. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est Ernesto, par exemple, pour parler du temps, avait une image. Il utilisait l'image d'un serpent en disant le bout de la queue du serpent, c'est le passé, le cou, ce serait le présent, et par contre, au niveau de la tête, on est sur un serpent avec des milliards de têtes. C'est le futur. Et ça colle avec l'idée du multivers quantique, c'est-à-dire de penser que le futur existe sous forme de potentialité en superposition d'états, et que notre conscience a ce pouvoir d'aller adresser un futur avec notre intention et de le faire se densifier dans la réalité d'un futur présent. Ça, c'est quelque chose qui est présent également dans plusieurs cultures amérindiennes. Vous avez les Indiens Hopi, par exemple, leur conception du temps, lorsqu'ils parlaient du futur, l'imaginaient comme un réservoir de possibilités à faire advenir dans le réel. On a ce même type de pensée aussi dans des cultures amazoniennes, style Kayapo, où il y a cette idée aussi de produire le monde par des rituels, de participer avec des boucles rituelles de création d'événements. Alors, je me suis dit, OK, je vais poursuivre ce protocole, essayer de comprendre comment il fonctionne,
Mais il y a aussi il y a aussi des pièges. Il faut faire attention aux synchronicités dans le sens où quand on est trop dans la démarche de voir se réaliser des synchronicités, lorsqu'on n'est plus dans le lâcher-prise, lorsqu'on devient trop focal, ah bah, ça devient le fameux film avec Jim Carrey, Le Nombre 23. Vous allez voir des synchronicités partout. Et là, il faut faire attention parce que ça, c'est une perte de sens en fait. Et ça peut devenir pathologique aussi. Faut faire attention à ça. Je vous donne un exemple. Parce que l'archétype du cristal était comme une sorte de ciment dans mes expériences. Il s'est produit et est apparu de façon collatérale à toutes les synchronicités, de celle initiale jusqu'à la dernière en 2016. Donc, sur 3 ans, en fait, le protocole, pas 4 ans, 3 ans, excusez-moi. Ce qui s'est passé, donc ce jour-là, je sélectionne, j'étais au bord de la mer. Alors ça m'a pas plu. Déjà, je sélectionne l'archétype, c'était l'océan. Je me dis, c'est un peu ballot parce que je suis en Bretagne. Et l'océan, il est à 2 mètres d'ici. Donc, franchement, ça ne le faisait pas. Et l'animal, heureusement, je tombe sur un lama. Je dis, OK, ça va être un lama et l'océan. Alors, comme l'océan, pour moi, l'expérience était déjà un peu biaisée par le biais de l'archétype, je me dis, OK, il faut donc que je vois un lama. Et j'avais mis un timing très court, j'avais mis une journée. Donc, je me dis, OK. Et là, déjà, j'étais rentré dans le mauvais process. Je me suis dit, il faut que je voie un lama. Non, là, j'étais complètement dans mon mental en faisant ça. Donc je prends la voiture, on va à la plage en famille. Alors je guettais voir s'il n'y avait pas un zoo avec un lama, un cirque, quelque chose comme ça. Je descends sur la plage, je regardais s'il n'y avait pas un mec ou avec un t-shirt avec un lama. Et ça aurait été ma synchronicité. Bien sûr, non. Alors à un moment, j'ai lâché prise. Je me suis dit, bon, allez, ça ne se passera pas, c'est pas grave. Hein. Tu vas rater une expérience pour la première fois. Depuis plusieurs mois, tu ne vas pas voir ta synchronicité se réaliser au bon timing. Donc je décide d'aller marcher dans le ressac, comme ça, je me balade, tac, tac, dans les vagues. Puis il y a un truc qui fait aïe, qui me fait super mal aux pieds. Et donc je m'aperçois que j'ai une espèce de caillou entre les orteils. Je le prends, je le regarde, c'est un morceau de quartz. Je regarde, puis je fais un truc que je fais jamais, je regarde à la lumière comme ça. À l'intérieur, il y avait l'image parfaite d'une tête de lama. Donc là, j'ai éclaté de rire. Les gens sur la plage, les gens, ils vont se dire, il est fou ce mec-là. Et là, j'ai éclaté de rire. Je pense que je me dis, c'est trop fort, c'est trop fort. Et donc, j'ai gardé d'ailleurs hein, ce caillou. Je l'ai mis dans ma poche. Et je me suis dit, tiens, il vient se passer. Oui, bifurcation. Donc, toutes les autres se mettaient de la crème. Oui, ça fait bouger l'univers. donc voilà, pour vous donner un petit peu l'idée de ces expériences. Mais à un moment, je me suis dit, mais ça sert à quoi de créer des synchronicités? C'est bien beau, je fais des synchronicités, mais malgré que j'ai des messages, mais pourquoi je fais ça? Ça sert à quoi en fait? Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un truc bien, pour une bonne cause, hein, je tiens à le préciser, parce que sinon, ça pourrait être mal perçu, on pourrait me prendre pour quelqu'un de mercantile. Je vais essayer de gagner le loto. Je vais essayer d'aller chercher l'information dans l'avenir, d'aller chercher les chiffres du loto. Ça m'aurait amusé un peu de niquer le système. Surtout pour ça. Et donc, c'est tout. Donc, je commence à. Alors, on avait déjà discuté un peu de ça avec Philippe, et d'ailleurs, il en parle dans son livre La Route du Temps, en disant mais c'est très difficile parce qu'en fait, les gens, ils gagnent, ils ont un effet d'euphorie très fort, de stupéfaction, et donc, ça agit en fait sur le tirage. L'idée, en fait, c'est que quand vous prenez conscience que vous êtes gagnant, votre conscience extratemporelle, elle va agir sur les boules qui tournent en aléatoire dans le système du loto. Voilà. Donc c'est de la rétropsychokinèse en fait. On n'est plus sur de la rétrocognition. La rétrocognition, on le verra après, c'est de la rétropsychokinèse en fait. Donc j'essaye de me dire, ok, d'accord, donc les gens qui gagnent, ils sont. Puis il y avait l'histoire des numéros, c'est des chiffres, donc les gens sont sur des numéros, tout ça. Donc je dis, ok, alors je vais essayer de contourner, je vais faire le rusé, je vais encoder, c'est-à-dire que chaque chiffre, je vais le remplacer par un animal. Donc il n'y aura que moi qui vais accéder à l'information finale du tirage, puisque je vais contourner tout le monde. Quand les gens jouent un 10, eh ben moi le 10 ça correspondra à un dauphin, donc je jouerai un dauphin. Ok. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que j'explique là, mon histoire. Mais... Donc j'essaye de faire ça, et puis très souvent, j'ai des fois dans la même semaine, je gagne deux fois 3 numéros. 2 fois 3 numéros, je vous dis là c'est quand même incroyable, ça défie les lois de probabilité, mais jamais impossible d'avoir plus. Mais ça me rendait fou hein, cette expérience, hein. Bon, ça me rendait vraiment à moitié fou. Et j'étais vraiment trop focal sur le truc et ça devenait obsessionnel. Donc à un moment, je dis, allez, je fais comme sur la plage l'autre fois, je lâche cette expérience, j'arrête. J'arrête ce truc, je perds de l'argent, c'est complètement débile et ça ne mène à rien et ça me détourne de mes recherches plus conventionnelles. Et donc, je décide de lâcher prise. Et je crois que 2 jours après, donc, je vais dans un bar boire une bière, chose qui m'arrive rarement. Et
Et donc, ouais, ça se voit pas. Et donc, je m'installe au bar et puis survient le tirage du loto. Et là, j'assiste à une scène incroyable, un tirage, je ne l'ai plus en tête, mais un truc complètement improbable, du style 40, 42, 43, et puis 24, peut-être un truc comme ça, et puis un autre chiffre, mais quasiment que des 40. Et là, tollé général dans le bar. Ouais, c'est des voleurs, regarde-moi ça, c'est truqué, ça peut pas être le fruit du hasard. Et l'autre, il y avait deux pépères qui étaient là. Hey, Dédé, arrête de s'y jouer à ces conneries-là, tu bouffes ta retraite, tout ça. C'était vraiment, vraiment très drôle. Et mais en même temps, ça m'a donné un flash terrible. Je me suis dit, mais en fait, c'est les gens qui perdent qui agissent sur le tirage. Ils sont des millions. Ils sont des millions. C'est les gens qui perdent. C'est l'inconscience collective qui crée le monde pour l'instant, et pas l'inverse. Donc ça a été une sorte d'illumination et ça m'a permis de petite illumination quand même. Je ne suis pas Bouddha, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Même si j'ai un peu le vent de certains Bouddhas taoïstes. Donc je me dis, ok, là il y a quelque chose de fondamental et de très intéressant. Et en fait, le processus nous enseigne énormément. Parce que pourquoi vous avez souvent des histoires où, ou plutôt comment un gagnant du loto peut gagner 2 fois. C'est-à-dire un type, il gagne au loto, et puis 2 ans après, il regagne au loto. Alors que vous, toute votre vie, vous allez jouer vos chiffres et vous ne gagnerez jamais. Et même si c'est sur plusieurs millions d'années, vous n'allez jamais gagner. Comment c'est possible, un truc pareil? Il y a eu le cas, il y a pas très longtemps, dans ma région, les Ardennes, il y a un type, il a joué 2 fois la même grille. Il a gagné. Il a gagné 2 fois l'euro-million, puisqu'il a joué 2 fois la même grille. C'est une improbabilité. Et plus c'est improbable, et plus c'est pris par le relais collectif de l'inconscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous, quand vous constatez cette histoire, quand elle est médiatisée, quand vous la constatez c'est créer, quand vous constatez, vous aidez cette personne à gagner, en fait. C'est-à-dire que vous agissez avec lui et pour lui sur le tirage aléatoire dans le passé. Alors, la rétrocognition, on en fait tous, mais de façon inconsciente. Et souvent par rapport à des choses qui sont médiatisées. La loi des séries, par exemple, avec les histoires de crash d'avion, dont on a eu des si belles images ce matin par notre cher ami Fabrice. Bah, les crashs d'avion, souvent vous avez un crash, et puis 4 jours après vous en avez un autre, et puis la semaine d'après vous en avez encore un autre, et puis après ça commence à s'arrêter, comme heureusement. Ces histoires sont médiatisées, vous en prenez conscience collectivement, et à votre insu, vraisemblablement, le fait de le constater peut agir sur l'aléatoire de panne mécanique, et vous pouvez participer effectivement à l'horreur d'un crash, à votre insu. Plus on va médiatiser des choses sombres dans cette réalité, et plus en fait vous allez participer collectivement par votre inconscience du process à engendrer en fait des choses qui ne sont pas maîtrisées. À l'inverse, si on utilise en conscience cette capacité par la pratique, hein, on peut pratiquer la rétrocognition, ce n'est pas une croyance. Dans un de nos ateliers, je me rappelle d'une dame à Bruxelles qui était psychiatre. Elle vient à un atelier de rétrocognition. Elle me dit, non mais de toute façon, moi j'y crois pas du tout à votre truc. Hein. Créer des synchronicités, mon œil qu'elle me fait. C'est par nature, comme le disait Jung, un processus acausal. Donc vous ne pouvez pas créer de synchronicité. Ben, je lui dis, écoutez, c'est vous qui pensez ça, faites l'expérience, puis vous verrez bien. Non, non, mais c'est tout vu, elle me dit, ça ne marchera pas votre truc, c'est n'importe quoi. Écoute, merci d'être venu, en tout cas, c'est agréable d'avoir de la critique, c'est super intéressant. Donc elle, pendant l'atelier, elle tire un animal qui s'appelle le mérion superbe, qui est un petit oiseau australien bleu. Et elle avait tiré autre chose, mais c'est ça qui m'avait marqué le plus, et c'est autour de cet animal que s'est conseillé la synchronicité. Donc on était au mois de décembre à Bruxelles, elle me regarde, elle me dit, franchement, je vais vous dire un truc, monsieur Le Terrier, si à un moment, je vois au mois de décembre vos oiseaux australiens dans Bruxelles, je veux bien me faire nonne. Hein. D'accord, ok, donc je lui dis, bah, écoutez, on verra bien, peut-être, hein, tous les futurs possibles sont ouverts de toute façon. Elle me rappelle le lendemain en me disant, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, qu'est-ce qui est pas possible? Vous êtes nonne? Elle me dit, non, mais vos oiseaux, je les ai vus, vos mérieux superbes. Elle dit, je me suis levé tranquillement, en ne pensant pas du tout à l'atelier, en ne faisant rien. Je buvais mon café et mon mari allumait la télévision et je tourne la tête
Et le type est en train de dire, le mérion superbe est un oiseau qui vit en Australie méridionale. Et elle dit, là, franchement, j'ai failli m'étruquer avec mon café. Et je ne sais pas comment ça marche. Elle me dit, mais votre truc fonctionne. Je lui dis, mais je vous l'avais dit, il n'y a pas à croire à quoi que ce soit, c'est une technique de la conscience. C'est un processus. Et plus on pratique, et plus ça fonctionne. Alors l'idée, c'est d'avoir une intention et de se dire, je veux voir se réaliser ça dans la réalité. Il faut faire attention à ce qu'on demande, hein, parce que le génie de la lampe, il est là aussi. Faire attention à ce qu'on demande. Hein. Des fois, on est surpris par la façon dont ça nous amène à notre intention. Alors des fois, je dis en atelier, bon, vous pouvez demander ce que vous voulez. Hein. Moi, je ne suis pas un censeur, je ne suis pas là pour vous interdire d'avoir même des fois des désirs matérialistes. Mais enfin, si vous voulez une Porsche, vous pouvez essayer. Hein. Mais c'est bien quand même d'avoir une intention qui soit en phase avec la vie. Et ça, c'est fondamental. Ernesto m'a appris ça en me disant, en fait, ton intention, elle a plus de force si à un moment, elle est englobée par des collectifs vitaux. Il dit, qu'est-ce qu'on est, nous, en fait? On est des organismes multiples. Donc si tu vas émettre l'intention, par exemple, d'être vivant, en bonne santé, dans une trentaine d'années, dans un écosystème en équilibre, avec un microbiotope au top, avec un système immunitaire en équilibre, dans une structure familiale plutôt paisible, avec un bon réseau d'amis, quand tu fais ça, tu ne poses pas une intention égocentrique pour toi. Tu poses une intention globale, vitale, qui est en accord avec la vie, qui est de tracer son chemin. Le but de la vie, c'est d'avancer quand même. Le but de l'évolution, c'est ça, c'est d'arriver à toujours, par l'adaptation, par la sélection, par la reproduction, toujours se maintenir. Donc quand tu es en phase avec ça, ton attention, elle se réalise avec beaucoup plus de force. Voilà, ça c'est le principe, hein, de émettre une intention, la voir se densifier dans la réalité, sous la forme de synchronicité. Alors les synchronicités, elles servent à quoi? Les synchronicités, en fait, elles servent en fait d'aiguillage, de bifurcation temporelle, de balise. C'est-à-dire que les gens ils me disent souvent, oui, d'accord, on a eu nos synchronicités, c'est génial, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il faut en faire d'autres. Et plus on en fait, et plus elles donnent du sens sur le process. Elles donnent de l'information. Et plus elles sont proches, et plus on est proche aussi de la réalisation de son intention. Alors des fois, ça met du temps. Il y a des gens, principalement quand ils viennent à l'atelier, ils ont leur synchronicité sur le timing qu'ils ont demandé, mais d'autres non. D'autres, c'est beaucoup plus tard. C'est parce qu'effectivement, il y a quand même un temps où il faut attendre que les choses de raccorder la bonne bifurcation pour pouvoir atteindre ça. J'ai un ami qui avec des gros soucis financiers qui est venu à un atelier. On dit, moi j'ai besoin de 20 000 euros, sinon je suis vraiment dans la crotte, quoi. Et donc il avait mis cette intention et il n'a pas eu ces 20 000 euros en sortant de l'atelier, bien évidemment. Par contre, quand il a eu sa synchronicité, il l'a eu 6 mois après. Il était devant une vitrine à Toulouse. Il a vu la condensation des éléments synchronistiques dans cette vitrine. Et un quart d'heure après, quelqu'un l'appelait en lui disant « Je peux te prêter 20 000 euros ». Voilà. Donc il y a aussi une proximité entre la synchronicité et la réalisation de son intention. Ça, c'est assez important. Il y a aussi l'exemple d'un autre, ça il est intéressant aussi celui-ci, d'un chef d'entreprise norvégien qui lui avait développé en fait toute une gamme de produits véganes en accord avec la terre justement.